Bonjour, Monsieur Roberto Benevice. Merci encore d'avoir accepté de participer à cet entretien dans le cadre des entretiens de la chaire Yves Oltramar, Religion et politique. Je suis Andila Djuma. Et Matteo Bilbao, enchanté. Enchantée. Nous sommes deux étudiants en master à l'IHED. Pour celles qui ne vous connaissent pas, vous êtes anthropologue et professeur d'anthropologie médicale et de psychologie à l'Université de Turin. Formé initialement en médecine et en psychiatrie à l'Université de Naples, vous avez ensuite poursuivi un doctorat en anthropologie et ethnologie à l'École des hautes études de sciences sociales à Paris, sous la direction de Marc Auger. Vos travaux se situent à l'intersection de l'anthropologie, de la psychiatrie et de l'histoire coloniale. Ils portent notamment sur les savoirs thérapeutiques locaux, l'anthropologie de la violence, la mémoire de conflits et les expériences de migration. Vous avez également mené de nombreuses recherches de terrain en Afrique, notamment au Cameroun, au Mali et au Mozambique, et ainsi qu'en Europe, surtout en Italie, sur les enjeux liés à la migration et aux politiques de l'Asie. Vous êtes également le fondateur du centre Franz Fanon à Turin et Naples, centre de psychothérapie et de support psychosocial pour les migrants, les réfugiés et les victimes de torture. L'objectif de notre entretien est donc d'échanger autour de votre remarquable parcours intellectuel en tant qu'anthropologue et psychiatre et de vos travaux sur les relations entre souffrance psychique, violence politique, pratiques religieuses et migration, ainsi que sur la manière dont l'anthropologie et l'ethnopsychiatrie permettent d'analyser ces phénomènes dans différents contextes sociaux et historiques. Avant d'entrer dans le cœur de vos recherches, pourrez-vous revenir sur votre parcours, les sujets qui vous animent le plus, euh, ce que vous a amené à travailler sur la psychiatrie et l'anthropologie et les études de politique africaine? Merci beaucoup, d'abord pour l'entretien, pour le temps pris à m'entendre. Et pour ce qui concerne la question, oui, bien sûr, il faut essayer de donner une date de naissance à ce qu'on a fait, à ce qu'on a pensé, à ce qu'on a écrit. Je peux dire que j'ai eu la chance, euh, étudiant de psychiatrie, jeune psychiatre, d'avoir un professeur qui était très intéressé à l'histoire de la psychiatrie, à l'épistémologie clinique et à la philosophie du langage. Donc, ma clinique et ma psychiatrie a été bien éloignée de cette séduction pour la pharmacologie, pour les molécules qui dominent aujourd'hui les scénarios de beaucoup de jeunes psychiatres en formation. Je me suis donc orienté plutôt vers une analyse du langage des patients, la structure linguistique de leur souffrance, comment elle était partagée, exprimée, interprétée par les psychiatres. Et ça a été un apprentissage fondateur pour moi parce que j'ai découvert l'importance du langage, de la parole. Et sans passer par la psychanalyse à l'époque, je me suis rendu compte que aucune clinique peut euh, faire le raccourci. Le langage, c'est le territoire du travail qui permet de faire euh, ce que nous appelons écoute, de l'autre écoute de sa souffrance. Et inévitablement, les langages, les signifiés sont toujours bâtis dans des contextes spécifiques sur le plan culturel, d'un point de vue social, historique. On ne parle pas de la même manière, indifféremment de la classe d'appartenance, par exemple. Donc, je me suis plongé dans ce détail, dans ce labyrinthe qui m'ont obligé de prendre en compte avec les patients leur appartenance de classe, leurs conditions sociales, et leurs conditions de genre, la question raciale. Tout ça était pour moi vraiment important. C'était une époque en Italie où la psychiatrie avait une sensibilité particulière pour l'anthropologie, parce que la psychiatrie de la réforme, ce qu'on appelle la psychiatrie de la réforme en Italie, avait elle était nourrie par la phénoménologie, par la philosophie et par l'analyse politique. Donc, être psychiatre, pour beaucoup de psychiatres à l'époque,
était déjà être un peu anthropologue. On disait l'anthropologie et la psychiatrie font partie de la même famille. On ne peut pas faire une psychiatrie sans avoir un fondement dans les savoirs anthropologiques. Et bien sûr, pas nécessairement l'anthropologie comme on la pense aux États-Unis dans la même époque, les études culturelles, pas nécessairement la même chose, mais une perspective anthropologique était fondatrice, était centrale dans les savoirs psychiatriques de l'époque en Italie. Donc pour moi, c'était euh, quelque chose de naturel, comme une sorte de passerelle qui était déjà là. Entre l'anthropologie et la psychiatrie, il fallait la parcourir, en aller et un retour continuellement. Euh, j'ai fait ma thèse de spécialisation en psychiatrie, d'ailleurs, en travaillant sur les thèses et les textes de Gregory Bateson, qui était un anthropologue, un éthologue qui avait beaucoup collaboré avec les psychiatres et la psychiatrie américaine de l'époque. Alors, encore une fois, anthropologie et psychiatrie étaient l'une à côté de l'autre. On pouvait dire que chaque écoute, chaque rencontre avec les patientes était aussi une petite plongée ethnographique. Je vous donne une image. Travailler avec un patient qui était ouvrier, mais donner de l'espace à ce souvenir, à ces mémoires culturelles. Et lui, je me souviens très bien, lui qui était originaire d'une famille de paysans du sud de l'Italie, euh, au lieu de parler uniquement de sa dépression, comme je m'attendais, il a commencé à parler des mythes de la région de sa naissance, et qui, à son avis, avait euh, un rôle dans sa souffrance. Et il a commencé à parler aussi de sorcellerie contre la petite sœur. Et donc, je me suis placé à l'écoute de ce discours, de ce récit qui était plein d'éléments qui demandaient une compétence anthropologique, qui ne pouvait pas être banalisé, réduit euh, en termes de croyances, d'idées naïves, etc. Il demandait une écoute sensible, capable de réarticuler la souffrance avec le discours culturel qu'il avait appris dès son enfance, avec son expérience. Ça, c'était le background de mon parcours. Et dans un moment successif, je pense après quelques années, j'ai pu avoir la possibilité de travailler en Afrique de l'Ouest, au Mali notamment, dans un projet de recherche et de coopération sur la santé mentale et sur la médecine traditionnelle euh, dans une région du Mali. Et là, la nécessité d'avoir une formation anthropologique est devenue encore plus forte. Donc, revenu en Italie, je me suis décidé de prendre contact avec l'école des hautes études, de commencer mes études pour un doctorat en anthropologie que j'ai eu la chance de pouvoir développer sous la direction de Marc Auger. Il a accepté les sujets que j'avais proposés et il a apprécié surtout le fait que dans ma recherche, le- les, les disciplines étaient et la psychiatrie et l'anthropologie évidemment, mais aussi l'histoire. Donc, j'ai commencé à faire le croisement entre la dimension historique et la souffrance et de ce qu'on appelle la culture et l'analyse anthropologique des cultes, des possessions, mais sans le réduire à des espaces du religieux, simplement du religieux, et uniquement à tout ce que la transe des possessions nous dit de la souffrance individuelle. J'ai rencontré aussi en Italie des personnes immigrées qui avaient des expériences en Italie encore de possession. Donc, c'était vraiment un terrain entre l'Afrique et l'Italie, l'Europe, qui m'obligeait à interroger les trajectoires symboliques de ces personnes, mais aussi les trajectoires historiques des savoirs qu'il avait dans leur vie, qu'il avait incorporés. Et au fur et à mesure qu'on a avancé
production de cette recherche, je me suis rendu compte que l'anthropologie était vraiment une discipline fondamentale dans ma profession. Et j'ai voulu aussi alors essayer de passer au moment de l'enseignement. Et donc, je suis entré à l'université de Turin comme anthropologue. C'est ce lien que vous décrivez entre psychiatrie et anthropologie qui vous fait unique et qui fait de vos recherches des recherches extrêmement complètes. Et notamment au Mali, ça tombe bien que vous mentionnez à la fin, parce que notre première question se relie à cette expérience que vous avez de recherche anthropologique et psychiatrique au Mali. En effet, dans un de vos plus récents œuvres, dans votre chapitre Psychanalyse inconscient et questions raciales en Afrique de l'Ouest, publié dans l'ouvrage Psychanalyse du reste du monde, ainsi que dans votre article Conjugaison du religieux, savoir thérapeutique et pratiques rituelles en Afrique subsaharienne, vous analysez les liens entre pratiques et soins culturels, réponses collectives aux crises psychiques et transformations sociales dans différents contextes africains. Donc, notre question est la suivante. À partir de vos recherches de terrain, notamment au Mali, comme il a mentionné, mais aussi au Mozambique, comment comprenez-vous le rôle des pratiques rituelles et religieuses dans les processus de guérison et dans la gestion des crises de transe de possession que vous avez mentionnées tout à l'heure? Et surtout, que nous apprennent ces pratiques sur les relations entre psychanalyse, religion et politique dans ces sociétés africaines? Et alors, je pourrais commencer à vous répondre à partir de la dernière partie de votre question, parce que en mentionnant la psychanalyse, je suis obligé de dire, de rappeler à moi-même que on dit souvent que, par exemple, la colonisation a réalisé une colonisation aussi de l'inconscient des populations des sociétés colonisées. Mais il faut se souvenir en même temps que ça signifie aussi une inconscientisation de la colonisation. C'est-à-dire il y a quelque chose qui demeure inconscient, qui reste à découvrir, qui travaille la vie, les émotions, le comportement des gens, et qui donc nous oblige à développer euh, une perspective historique de longue durée. Et cela dit, pour moi, c'est important reconsidérer aussi le rituel, ce qui nous classons du côté de la culture, comme étant à la fois euh, historique et fondé sur l'expérience des personnes. Qu'est-ce que je veux dire? Et je veux dire que le rituel, la culture, la dimension symbolique est toujours nécessairement un outil aussi historique qui ne se contente pas de mettre en évidence le passé, les conflits, les traumatismes, mais aussi d'interpeller et le passé et le présent. Donc, le rituel, c'est un espace où on pense, dans le temps, on pense l'histoire, on interpelle le présent. C'est pas seulement le lieu d'une répétition qui veut permettre à certaines choses de continuer plus ou moins masquées. C'est l'occasion à partir de laquelle l'expert, les participants, les malades, les possédés, mieux, les possédés, pensent leurs conditions. Ça, c'est fondamental pour comprendre ce que je vais dire après. Et je vous donne un exemple parce que peut-être ça rendra plus clair mon discours. Nous nous déplaçons pour l'instant sur le Mozambique. Au Mozambique, comme ailleurs en Afrique, on parle souvent de épidémie de trans scolaire. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, c'est pas seulement au Mozambique, on en parle en Centrafrique, à Côte d'Ivoire, au Sénégal, presque partout, République démocratique du Congo. Mais au Mozambique, lorsque on a commencé à analyser, nous avons commencé à analyser le signifié de cette épidémie des trans scolaires, on s'est trouvé confronté avec une stratification de signifiés d'expériences et des contextes historiques. On a parlé avec le directeur d'une école où il y avait eu beaucoup de cas et il a commencé à nous montrer les murs de l'école où il y avait encore le trou des balles
qui avait tiré contre l'école pendant la guerre civile au Mozambique. Alors, l'école qui ôte des jeunes étudiantes qui tombent en transe, c'est la même école où il y a eu des violences. Et ça, c'est déjà l'obligation pour le chercheur d'ouvrir son regard sur un horizon plus vaste que celui de la crise des possessions ou des trans des possessions. Et au fur et à mesure qu'on a continué à parler, c'était intéressant de savoir, apprendre que souvent, il y a des conflits sur la légitimité de l'établissement. Par exemple, des établissements scolaires qui sont privés ou bien bâtis par une église néo-pentecôtiste, etc. On discute sur le fait que les droits de propriété du terrain n'ont pas été respectés. Et donc, les anciens propriétaires sont mécontents de ce qu'on a fait sans payer suffisamment les vivants, leurs héritiers. Ou encore, on a commencé à dire que lors de la cérémonie d'inauguration de l'établissement scolaire, le rituel de fondation et de purification du terrain, du territoire, n'a pas respecté les règles du rituel. Alors, dimension historique, dimension morale et dimension rituelle, c'est-à-dire la crise des jeunes étudiantes est mise en contact, en rapport avec le fait que ce qu'on devait faire n'était pas fait comme on le devait faire. Donc, c'est vraiment une interrogation sur les normes euh, ignorées, et pas respectées, etc. Mais c'est pas tout. Ce n'est que le début, parce que au fur et à mesure on continuait ce discours, on se confrontait avec une dimension politique. Imaginez-vous que dans cette école dont je vous parle, on avait même invité un héros de la résistance, de la Frelimo, Frente de Liberação de Mozambique, et Marcelino dos Santos, un vieux de plus de 80 ans, qui devait, avec sa présence, pacifier l'environnement scolaire où il y avait eu les trans. Mais sa présence, sa cérémonie n'a été pas suffisante. Les crises ont continué. Quelques jeunes étudiants étaient transférés dans une autre école, mais là aussi, les trans ont continué. L'enquête a pu avoir d'autres éléments encore. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette école? Avec un peu d'hésitation, mais aussi avec beaucoup de conscience politique et historique, le directeur a continué à dire, dans cette école, on a aussi torturé. Donc, le lieu gardait la mémoire de certaines violences. L'esprit de ceux qui ont perdu la vie hante l'espace et est retenu, considéré responsable de ce qui se passe aujourd'hui. On est arrivé à la fin, pas du tout, parce que les bâtiments avaient été construits pour les étudiantes portugaises ou pour ceux qui s'appellent os assimilados, et les enfants de la communauté indienne, etc. Alors, pendant la construction, des ouvriers, à cause des rythmes de travail, avaient perdu leur vie, avaient eu des accidents. Là aussi, des morts inquiets étaient appelés à expliquer les crises des scolaires. Donc, le directeur, au fur et à mesure qu'il avançait dans la reconstruction de ce contexte d'épidémie de trans, nous obligeait à regarder à l'histoire coloniale, à l'histoire raciale, à l'histoire de la guerre civile, mais encore, on n'était pas arrivé à la fin, parce que dans ces mêmes écoles et dans d'autres écoles, on chuchote que les jeunes filles ont subi des violences sexuelles de la part des professeurs qui, pour donner, pour les approuver les résultats, les examens, pour les faire avancer, demandent des services. Là, alors, la question des genres et la violence sexuelle ajoute un autre élément. Dans ces contextes, qu'est-ce que les rituels cherchent de faire? Cherchent de récomposer une sorte de cohérence à ces temporalités différentes, hétérogènes, autonomes, mais articulées dans les corps d'un individu. Comment on le fait?
sans nécessairement expliciter la totalité des variables, mais en les évoquant souvent tout simplement par une sorte de métonymie, une métaphore. C'est pas nécessaire expliciter la totalité de ces dimensions. Les rituels se contentent de travailler avec des morceaux de l'expérience et de la conscience historique, le représente dans l'espace de la cure rituelle et oblige à voir, à se souvenir de certaines choses sans nécessairement faire de tout ça un discours public. La puissance du rituel, c'est donc le passage du maximum de conscience historique dans les corps des participants et sa circulation en superficie dans la communication des participantes, sans que nécessairement les participants ont une conscience totale de ce qui se passe. Donc c'est un travail très subtil, très articulé, et on pourrait faire le même discours dans d'autres contextes. Au Mali aussi, je me suis confronté, j'étais obligé à suivre les, les, les courants de la conscience historique qui se disent, se refont continuellement au cours du rituel. C'est dans ce sens que j'avais utilisé le mot penser l'historicité, interpeller les présents. Et donc, les sons des crises individuelles, souvent peut-être considéré comme un travail unique, singulier, sur la conscience historique et la mémoire, et individuelle et collective. C'est que les psychothérapies occidentales d'habitude ne font pas. Nous nous contentons plutôt de travailler sur l'histoire individuelle et familiale, pas sur la totalité de l'histoire sociale. C'est ça un peu ce que m'a appris les contextes de recherche au Mozambique et au Mali. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, non, vous avez plus que répondu. D'ailleurs, vos expériences nous permettent justement d'imaginer les crises de transscolaire et le lien qu'il y a justement entre la psychanalyse et l'historicité, comme vous avez mentionné, mais aussi il nous rappelle l'importance de la mémoire des conflits et de la violence et de l'histoire coloniale, qui, encore une fois, fait un bon lien avec notre prochaine question. En effet, ceci fait un très bon lien avec la prochaine question qui touche dans le numéro 143 de la revue politique africaine, intitulé Mobiliser Fanon, peut-être un des plus grands psychiatres qui relie la psychiatrie avec l'historicité et la politique. Dans cette revue, Jean-François Balliard consacre un chapitre à la relecture de Fanon, lui reprochant une vision binaire du monde colonial, le bien contre le mal, le colonisé contre le colonisateur, qui l'aurait empêché de percevoir les zones grises, les transactions et les alliances ayant également existé sous la colonisation. Donc, selon lui, l'absence de zones grises dans l'œuvre de Fanon constitue une faille méthodologique qui nous empêche de comprendre la complexité sociale de la colonisation. Cependant, en parallèle, face à l'effroi, aux tortures et à la menace constante que vous-même décrivez, cette vision manichénée est la traduction de la réalité chiquique du colonisé. Et elle doit être, dès lors, être lue comme une vérité clinique. Je voudrais donc vous entendre sur ce paradoxe à travers de votre double posture comme chercheur et clinicien. Comment conciliez-vous ce qui apparaît comme une contradiction du point de vue sociologique avec ce qui s'impose comme une nécessité du point de vue psychiatrique? Et alors, d'abord, je pense que c'est très important dans la lecture des Fanon aujourd'hui, considérer la trajectoire de sa pensée, donc et se souvenir quand et où il dit ce qu'il dit. Et parce qu'il y a des nuances, des différences dans son parcours que je vais euh, expliciter mieux dans quelques instants. D'ailleurs, dire aussi à qui il s'adresse quand il parle. Et
Ça, c'est important aussi parce que nous savons que lorsqu'il écrit Les Damnés de la Terre, et c'est surtout à partir de cet ouvrage que, et je crois, François Bayard donne son évaluation du manque des zones églises, de l'analyse des zones églises dans la pensée de Fanon. Et je pense que Fanon a une euh, relation avec le temps qui est très particulière. Sous le plan subjectif, il ne faut pas oublier que Frantz Fanon était très malade à l'époque et son livre, comme vous le savez, sortira pratiquement quand il est presque proche à la fin. Donc c'est vraiment une double bataille qu'il est en train de conduire avec son propre corps, avec la menace de la mort qui avance et dont il a pleine conscience. Et quand nous sommes confrontés avec la question du temps, notre pensée s'habille différemment, n'a pas souvent la possibilité de se donner des articulations conceptuelles, méthodologiques, comme en ce qu'on pourrait dire en temps de paix. C'est la guerre avec le temps, la guerre que tout le monde doit, avant ou après, conduire. De l'autre côté, quand il écrit Les Damnés de la Terre, et Fanon a la pleine conscience que en Algérie se réalise l'affrontement total, définitif entre les forces coloniales et la société colonisée. C'est-à-dire que l'Algérie fonctionne aussi comme paradigme pour penser à l'époque ce que la colonie est et veut faire de l'autre. Et dans ce sens, le chercheur Fanon, effectivement, est porté et a exaspéré les traits, les profils de cet affrontement, risquant parfois de ne pas donner de l'espace à certaines zones d'ambiguïté émotionnelle, relationnelle, psychique, que nous savons bien être au cœur de l'expérience et des colonisés et des colonisateurs. Cette ambiguïté, nous la retrouvons dans les dernières parties du livre. Et quand Fanon trace un territoire des zones grises, si vous voulez, mais pas sous les plans théoriques, à partir de l'analyse des cas cliniques. Là, il rentre dans les zones grises en s'occupant, par exemple, des bourreaux, des tortionnaires, pas seulement des victimes de torture. Et il montre comment ils ont des vécus ambivalents par rapport à la violence qu'ils sont en train d'exercer. Et en même temps, il parle des zones grises et de l'ambiguïté des sociétés colonisées. Et dans un autre cas, quand il dénonce le risque de régression des élites colonisées. Et là, Fanon nous prévient, c'est une sorte de prophétie, pour dire que les colonisés désirent être comme les colonisateurs. Pour moi, ça, c'est une déclaration d'ambiguïté, c'est la trace d'une attention aux zones grises qui, plus claire, ne peut que l'être. Parce qu'il dit, vous, les colonisés, vous ne pensez pas d'être, grâce à votre condition, sauvés du risque de l'aliénation de votre désir. Parce qu'il sait bien que la colonisation a produit d'abord l'aliénation de l'inconscient et du désir. Alors, pour faire aussi une petite articulation avec ce qu'on a dit avant, si nous admettons que l'inconscient, c'est social, c'est politique, comme on dit, on répète avec Jacques Lacan depuis, et il semble que Lacan a été aussi influencé par Fanon quand il a écrit ce qu'il a écrit. Nous pouvons ajouter l'inconscient, c'est historique. Fanon sait que l'inconscient, c'est historique, qui est le produit des forces historiques et qui les définissent, l'orientent. Donc, en parlant des colonisés, en parlant de leur désir
il parle aussi, à mon avis, de ces zones grises et qui semblent être effacées lorsqu'il est plutôt concentré sur les conflits manichéens entre les colonisés et les colonisateurs. Et il faut se souvenir de ce qu'il a écrit dans d'autres travaux, pour voir Masque Blanc, ou bien euh, l'an 5 de la Révolution algérienne, quand il décrit, par exemple, les cas de la médecine coloniale, il dit que les colonisés, tout en reconnaissant la puissance technologique de la médecine occidentale, il se sent un traître lorsqu'il va à l'hôpital des Blancs. Ça, c'est une image forte du vécu déchiré, divisé, ambivalent du malade colonisé qui doit accepter la puissance objective de la médecine blanche, mais dans les moments même, quand il accepte cette puissance, il se perçoit comme un traître par rapport au savoir de sa famille, de sa société, donc de sa société occupée, colonisée. C'est des petits fragments qu'il faut reprendre, récupérer dans la totalité de la production de Frantz Fanon. Et là, c'est moins les Fanon militantes politiques, c'est plutôt les Fanon qui est anthropologue et clinicienne, qui nous permet de découvrir l'attention portée aux zones grises et à l'ambivalence de la situation coloniale. Parce que Fanon, qui a lu Manoni, Fanon qui connaît très bien les sentiments de la population martiniquaise, il sait bien que les colonisés, les Noirs, les dominés, ne peut s'éviter de rêver aussi les moments de sa libération, de sa puissance, jusqu'à faire ciel le langage, les désirs, le projet du colonisateur. Et autre image où la zone grise et l'ambivalence peut être retrouvée. C'est dans les chapitres La violence, les chapitres inaugural beaucoup discuté, controversé, des damnés de la terre. Quand il écrit la phrase que nous avons 1000 fois entendue, le colonisé veut prendre tout ce qui appartient au colonisateur. Il veut dormir dans son lit, possiblement couché, dormir dans son lit encore chaud, couché avec la femme du colonisateur. C'est une image puissante de cette zone je ne dirais pas d'ambivalence, mais de superpositions de décis et des corps, de proximité que la colonisation réalise tout en niant. C'est ça le paradoxe de la colonisation. Une séparation affirmée à un niveau explicite de la loi, l'espace, les routes qu'on pouvait parcourir en tant que colonisateur, l'espace des routes sur lesquelles on pouvait marcher en tant que colonisé. Mais au niveau de l'inconscient, au niveau du désir, nous savons que et les colonisateurs et les colonisés ne rêvent que de se rencontrer, de se mêler, de se toucher. Nous savons ça, parce que c'est le travail de la violence coloniale qui fait ça. Nier à niveau explicite ce qu'on désire à niveau de l'inconscient. Donc, dans l'analyse de ce petit rêve, Fanon suggère, promet tout un chapitre d'analyse des zones grises qu'il faudra reprendre. Parce que, naturellement, la nécessité de produire aussi un discours militant qui donne des règles l'y empêche de se donner trop de temps dans l'analyse de ces cas, de ces situations. Dans les travaux qu'il publie souvent anonymes sur la revue Rougeaït, il y a des passages où nous découvrons encore un autre un Fanon qui organise la distribution des armes, qui évalue le nombre de combattants nécessaires pour ouvrir les fronts au nord du Mali.
pour pénétrer dans le sud de l'Algérie. Donc, c'est un autre phénomène encore très concret que nous n'arrivons pas à classer. Et pour dire que Fanon a des buts différents, des nécessités différentes. Et donc, un jugement est légitime seulement quand on a pris en compte la totalité des écrits de Fanon et on a donné une attention suffisante à son regard clinique. Quand Fanon décrit les rêves, les cauchemars des colonisés, les symptômes des colonisés ou des colonisateurs, il nous ouvre la porte sur la zone grise. Dans Peau noire masculin, il parle des souvenirs des cauchemars d'une fille blanche qui entend le bruit du tambour qu'on lui faisait écouter lorsqu'elle était avec son père au Congo. Le père était un colonisateur. Les Noirs faisaient peur à cette famille de colonisateurs blancs. Elle entend en France encore le bruit des tambours. Et elle a des tics, elle a une névrose. Et Fanon décrit de manière ponctuelle quoi? L'inconscient historique de cette jeune fille qui, après des années, a la mémoire des tambours écoutés euh, en Afrique. Donc, c'est un travail énorme qui maintenant nous pourrons faire, que nous sommes plutôt obligés à faire pour récupérer la totalité de ces fragments. Et la finesse de Fanon, souvent dissimulée par la violence de ses mots et la vitesse par laquelle il arrive à dire certaines choses. Mais il faut déployer les phrases et faire une analyse très circonstancielle. Et à mon avis, il y a des raisons, pas pour nier certains risques et surtout certaines lectures risquées des phénomènes, mais pour redonner à son écriture les niveaux de complexité qu'à mon avis, elle cache, même quand elle semble une écriture militante. Donc, comme vous disiez, en lisant tout Fanon, en comprenant la temporalité des écrits de Fanon, vous disiez donc que la division binaire existe dans le conscient, mais les zones grises est présente dans l'inconscient. Et c'est cette zone grise qui fait aux colonisateurs et aux colonisés inconscients qui les fait se vouloir rejoindre, qui donc fait l'extérieur de cette conscience être plus binaire. Et alors, pour le dire différemment, je pourrais dire que les codes coloniales, si on peut dire comme ça, cherchent de redonner un ordre différent à la réalité. Pensez-vous, par exemple, à la décision administrative de modifier les noms des personnes en Algérie, en d'autres pays, au Congo? Alors, cet ordre active une expérience de confusion. Il veut séparer, il veut aussi paradoxalement uniformer. Quand l'Algérienne est obligée de s'appeler autrement, de manière paradoxale, il se trouve plus proche du système français, du système de la citoyenneté française. Mais en même temps, il se voit séparé, désarticulé, donc distancié. C'est un mouvement qui, d'un côté et de l'autre, fait une chose et son contraire. Donc, dans les moments quand je veux te rendre plus proche de mes lois, de mes institutions, de ma manière de classer le monde, je suis en train de réduire, de dominer ta subjectivité, de te faire sentir autre, de te chosifier, de
soustraire ton humanité, ta culture, etc. Donc, ces mouvements qui est caractérisé par une logique paradoxale. Ça, c'est fondamental. La colonie opère par les dénis et par les paradoxes. En même temps, lorsque il produit le colonialisme des séparations à niveau des lois, à niveau d'espace, à niveau de la mobilité, par exemple. Le colonisé ne peut pas bouger. Et il est obligé de prévoir, de concevoir à niveau de l'inconscient des possibilités de proximité, des possibilités de contact. Et anecdote, en Afrique du Sud, raciste, pays de l'apartheid, les hommes blancs aller coucher avec les femmes mozambicaines de l'autre côté de la frontière. C'est uniquement une image banale pour dire que ce que la loi fait en Afrique du Sud pour séparer selon le système d'apartheid, on le refait autrement dans les désirs inavoués de l'autre côté de la frontière, en cachette. Ça, c'est la seule manière par laquelle nous pouvons finalement comprendre la nature de la déchirure de l'inconsciente et des colonisés et des colonisateurs. Et c'est à partir de ces paradoxes, de ces fractures, de ces récompositions, de ces actes de déni et de ces lois qui formellement veulent le monde organisé, séparé, etc., que nous pouvons aussi comprendre et les formes de la souffrance contemporaine et les manières pour chercher de le dépasser. Parce que c'est effectivement un travail énorme de soigner cet acte de déni qui a caractérisé des siècles, des décennies, et qui ne peut pas être résolu, effacé dans quelques instants. Nous retrouvons tout ça dans les expériences et dans les discours de ce que nous appelons les immigrés. Mais là aussi, nous avons la mesure de cette ambivalence qui retourne et qui travaille notre présent. Merci pour votre réponse. Oui, c'était effectivement une réponse très complète et en fait, moi, ma prochaine question, c'est au-delà de l'inconscient historique et au-delà du paradoxe colonial du colonisé et du colonisateur, vos travaux soulignent également l'importance des objets et la valeur des objets dans la mémoire collective. Et donc, plus spécifiquement, dans un de vos plus récents articles publiés en 2024, La mémoire des objets, la force des choses reliques, savoirs locaux et symptômes dans un contexte migratoire, pour montrer comment certains objets ou éléments matériels peuvent devenir des supports de mémoire, d'identité et parfois même de souffrance dans les expériences de migration africaine. Donc, dans quelle mesure ces objets ou choses reliques, selon vous, participent-ils à la reconstruction de l'histoire personnelle et collective des migrants, tout en jouant un rôle dans les processus thérapeutiques et les symptômes de souffrance liés à l'exil, mais aussi à la violence ou au choc culturel de migration, particulièrement en Europe? Oui, dans l'article que vous mentionnez, je veux, je prends d'abord la responsabilité de proposer une nouvelle définition d'objet de la migration. Pas pour provoquer euh, la littérature contemporaine, mais pour inclure parmi les objets de la migration aussi les mémoires et les savoirs. Parce que nous, souvent, nous oublions que les immigrés ne sont pas seulement des porteurs de leur corps, de leur force physique, de leurs compétences ou de leurs objets, les médicaments, les gris-gris, etc., la photo. Bien sûr, il y a tout ça comme toujours, il a été comme ça. Mais il y a aussi des savoirs, des mémoires, des connaissances qui, en soi, fonctionnent comme des liens avec le pays, la famille, l'histoire. Et alors, les premiers obstacles à dépasser, c'est d'inclure dans notre analyse, dans notre connaissance, dans notre regard porté sur les immigrés, une curiosité systématique, une écoute orientée, très sensible par rapport à leur savoir. Ce qui est sur le plan technique aussi extraordinaire, parce que participe de la volonté de reconstituer
des hommes et des femmes entiers, pas fragmentés, pas partiels, seulement comme malades, seulement comme immigrés, seulement comme demandeurs d'asile. Là, je le souligne, nous payons les prix énormes d'une transformation, d'une métamorphose bureaucratique administrative de l'expérience humaine. Souvent, de plus en plus, les personnes me disent, mais moi, je ne voudrais plus être appelé immigré. Moi, je ne tolère plus d'être appelé demandeur d'asile. Parce que ça me connote, m'écrase, m'oblige à être simplement ce que votre loi me permet d'être pour exister. Parce que c'est ça le problème. Le droit à l'existence, la condition de l'existence est désormais délimitée par les catégories juridiques administratives qu'on lui donne et qui souvent sont très confuses, très provisoires et très hypocrites. Alors nous faisons sans le savoir, un usage tragique de ces catégories. Et nous ne nous posons pas des problèmes de comment ces catégories sont aussi des actes de chirurgie, d'amputation de la complexité de l'expérience de ces personnes. Cela dit, alors, les objets, dans mon expérience, dans ce sens plus vaste que j'ai essayé de donner, devient un outil fondamental, d'abord de la relation humaine, après de la relation thérapeutique. En écoutant ces personnes, je m'oblige à reconstituer la totalité de leur mémoire, la totalité de leur savoir, de leurs relations. Et, encore une fois, dans ces relations, dans ce savoir, aussi ce que notre langage, notre vocabulaire technique, souvent traduit, réduit des formes dans le sens du symptôme, du délire, de la croyance. Et je me fâche souvent avec mes collègues qui me posent la question. Alors, il s'agit là d'une question culturelle parce qu'il est africain, où nous avons à considérer qu'il s'agit d'un symptôme, comme si les deux choses doivent être considérées opposées, l'une excluant l'autre. Ça, c'est la mort de l'ethnopsychiatrie. C'est vraiment un acte de suppression de l'intelligence diagnostique. Parce que les symptômes ne s'opposent pas au vécu culturel, au langage appris et au réseau des symboles. Ça, c'est vraiment une manière très, très superficielle de considérer les objets. Et finalement, lorsque je me suis confronté avec ces objets savoir, ces objets mémoire, j'ai découvert des personnes qui, dans les conditions les plus marginales d'isolement dans une prison, avaient gardé la mémoire de leurs compétences, de leurs connaissances rituelles. Dans un cas dont j'ai écrit quelques petits passages, je me suis confronté avec un jeune malien qui était connaisseur d'une technique de géomancie parmi les plus complexes de l'Afrique de l'Ouest. Alors, retrouvé dans une prison italienne, dans l'obscurité de l'isolement, de la négation des droits humains, cette compétence, cette technique, pour moi, était un véritable miracle de résistance symbolique, si vous voulez. Et alors, j'ai commencé à retravailler ce savoir comme une sorte de reconnaissance totale de cette personne. Et après quelques années, désormais, il est sorti de la prison, il est en train de travailler. Il ne m'appelle pas docteur, il m'appelle Roberto et il a dû être aidé à se reconnecter à sa famille. Parce qu'à un certain moment, la souffrance et la souffrance aussi psychique avait poussé cette personne à s'éloigner complètement de la famille. Donc, mon travail fait au Mali, fait par les vidéo calls avec la famille qui est dans une région du Mali, etc., a voulu mettre en contact
ses mémoires, ses liens affectifs, ses compétences, faisant comprendre aussi à la famille que nous cherchons de soigner pas l'individu qui est ici à Turenne, mais le groupe. C'est que la clinique d'habitude ne se pose pas le problème. Nous considérons l'immigré, nous oublions que l'immigré a une famille, a un village, a une ville, a une école, et c'est dans sa totalité que le processus thérapeutique peut et doit avancer. Alors, avec un peu d'ambition, j'ai cherché avec mes collègues de reconstituer cet univers autour de l'objet savoir dont j'avais appris la connaissance par hasard. Dans d'autres cas, ça n'est pas toujours un parcours de succès. Parfois, on connaît aussi l'échec, qu'on échoue, et ça, il faut l'admettre. Et alors, on peut tirer une petite loi clinique. Moins nous sommes capables de réarticuler la puissance de ces mémoires, de ces connaissances avec la totalité de l'expérience, plus l'objet devient un objet qui menace. Et partout, si je considère les pays d'Afrique que je connais un peu mieux, et on peut avoir des objets qui font peur. Si on rencontre en marchant certaines choses, si on trouve certaines choses sous les seuils de la maison, nous sommes euh, parcourus par un frémissement, parce qu'il y a des objets qui sont riches de signifiés symboliques et qui font penser des choses. C'est une interprétation du monde apprise, une interprétation du monde qui d'habitude est partagée, qui est interprétée et qui est gouvernée dans les contextes d'origine. Quand la personne est dans un autre pays, et dans un autre pays isolé, l'objet devient une puissance hors de contrôle. Il n'y a pas, dans les cas que je réfère, un expert rituel, un guérisseur, qui puisse dire à mon patient, moi je vais m'occuper de cet objet. Lâche l'objet, c'est moi qui va le neutraliser. Il n'y a pas cette possibilité. Donc l'objet euh, euh, acquiert une puissance destructrice énorme et peut devenir une source de souffrance. Et donc, le même objet savoir, le même objet symbole, relique, etc., gagne une puissance qui peut être, dans un cas, euh, capable de sauver, de réarticuler l'expérience de la personne, et dans l'autre, plutôt seulement menace. Et ça dépend aussi de la réponse que nous organisons, nous construisons autour de cette présence. Par rapport à ça, j'ai utilisé le mot relique, parce que c'est pas seulement des Africains, la puissance des objets de savoir. La relique, c'est un mot riche de dimensions, de signifiés aussi religieux. Notre vie est faite de reliques. Je marche avec les photos des personnes qui me sont plus chères à côté de moi. Ça, c'est une relique. Je ne renonce pas à cette photo. Ça, c'est quelque chose qui me donne quoi? Me donne la certitude d'être dans un réseau de relations, être vivant pour quelqu'un et qui m'accompagne. Alors, faire comprendre à la clinique de la migration l'importance de reconstituer ces réseaux invisibles, ces réseaux de savoir, de mémoire, cette relation affective avec les 1000 reliques de notre existence. Et finalement, essayer d'inventer un vocabulaire différent, parce que plus nous allons renoncer au mot immigré, demandeur d'asile, réfugié, plus nous avançons vers la reconstitution de la personne entière qui est devant nous. Pour soigner quelqu'un, ça c'est un acte fondamental. Je ne peux pas renoncer à cet objectif. Pour moi, il n'y a pas la thérapie de l'immigré, il n'y a pas la thérapie du traumatisme du réfugié. Il y a la thérapie d'une personne entière, la prise en charge d'une personne entière avec son monde. Et c'est un peu
la première étape de cet effort de repenser aussi les catégories de la citoyenneté, ce que j'appelle la pathologie de la citoyenneté. C'est quelque chose qui nous aliène. Désormais, nous ne rêvons que devenir citoyens. Si je pense à l'histoire de cette notion de citoyenneté, je me rends bien compte que c'est devenu vraiment une nouvelle expression des fétiches modernes. Les citoyennes, c'est un fétiche. Et le fétiche fait peur. Un fétiche domine, assujetti. Nous sommes aujourd'hui assujettis par ce fétiche de la citoyenneté. Nous pouvons voir bien comment ce fétiche peut aussi tuer. La violence des États-Unis, par exemple, ou même des pays en Europe, au long des frontières, que font sinon tuer par les fétiches de la citoyenneté? Tu es un citoyen avec tes droits d'exister, tu n'as pas les droits. Ça, c'est un acte de mort qui est fait au nom de citoyens. Donc, voyez-vous comment, faisant réagir la notion de relique qui est tirée du vocabulaire religieux, d'objet de la migration qui est tirée plutôt de l'ethnographie et de la migration, avec une notion d'ordre politique qui est celle des citoyennes, j'essaie de dépasser un peu les frontières qui caractérisent aussi la littérature et les débats contemporains sur ces sujets. Mhm. Oui, vous faites de liens avec différents sujets justement et vous avez mentionné tellement de choses, mais on comprend notamment l'importance des objets à un niveau transnational, donc pas seulement en Italie, mais d'où la personne vient et la reconstruction d'une personne entière et pas seulement de son expérience d'immigrer là où il est. Je trouve que c'est très important et il y a tout le temps un lien avec la politique et la religion chaque fois, donc ça rentre bien dans le contexte de notre entretien. Euh, Oui, oui, je suis désolé, mais on va devoir changer un peu de thème, et parce que votre réponse était incroyable, la question aussi. Et on revient à Fanon, dans la même revue dont on parlait, euh, numéro 143 de Revue politique africaine. Vous mettez en lumière l'aporie fondamentale chez Fanon. D'un côté, le théoricien politique prescrit la violence comme force de libération et de désintoxication, et de l'autre, le psychiatre redoute cette même violence, car il constate cliniquement qu'il hypothèque l'avenir non seulement des victimes, mais aussi des bourreaux, comme vous l'avez mentionné avant. À la lecture d'autres mouvements européens des années 60, on constate que les organisations nationalistes et marxistes telles que l'ETA basque se sont appropriées du modèle insurrectionnel de Fanon, notamment la théorie du cycle action-répression-action, qui doit beaucoup, comme le note Conversi, au modèle fanonien insurrectionnel. Cette lecture paraît être présente et partagée par plusieurs mouvements dans l'histoire récente, tels que Sendero Luminoso du Pérou. Euh, la question est donc, pensez-vous que ces mouvements révolutionnaires ont simplifié la pensée de Fanon en s'appropriant son concept de la violence comme force libératrice pour légitimer leur lutte armée et amputant l'œuvre de cet avertissement clinique et psychiatrique sur le coût psychique de cette Mm. même violence? La question est bien dense et alors m'impose deux temps de réponse. Alors, en premier temps, je dois dire que Fanon travaille avec, dans mon opinion, fondamentalement deux apories. Apories fécondes, pas signe de fragilité. La première est justement celle qui concerne la violence, l'autre est celle qui concerne l'histoire. Fanon dit dans ses premiers écrits, et dira jusqu'à la fin, que tout va être conçu, interprété, pensé au sein de l'histoire. Mais en même temps, des premiers écrits jusqu'à la fin, il ne fait que répéter, que dire, je ne veux pas être esclave de l'histoire. Donc cette contradiction est productrice. Reconnaître le poids de l'histoire dans ma vie, dans mes sentiments, dans mes symptômes, mais ne pas me considérer esclave de cette histoire, de ce passé. La même chose, il fera avec la violence. La violence, dans certains moments, échappe à une logique, à une articulation.
c'est devenu presque une sorte de nécessité, je dirais, biologique. Fanon insiste beaucoup sur la biologie de la violence. Quand il dit en Indochine, ils ne se sont pas révoltés parce que leur culture avait été humiliée, mais parce qu'ils n'arrivaient plus à respirer. Alors, il y a un moment quand nous ne pouvons plus respirer qui nous oblige à agir la violence. Ça, c'est un principe fondamental qui ne dit rien du positif ou du négatif. J'ose dire même que c'est une sorte de loi naturelle politique. On ne peut pas se soustraire à cette nécessité de défendre la vie, de défendre la liberté, de respirer, de bouger, la souveraineté. On pourrait dire la même chose aujourd'hui en considérant le cas de la Palestine. Depuis des décades, une population est écrasée, humiliée. Et on arrive à dire récemment, ça c'est quelque chose qui a engendré chez nous, dans une part de chez nous, un vrai scandale, que c'était légitime de la part des forces armées israéliennes avoir violé les prisonniers palestiniens. On est arrivé à dire de manière publique ça. Quand on arrive à dire ça, vous êtes dans un autre monde. Là, on ne peut pas dire que la réaction violente est excessive, que la réaction violente est hors contexte, que la réaction violente est inévitablement une loi de nature slash politique. Et donc, il faut être vraiment des biologistes de la violence à ce niveau-là. Fanon n'hésite pas à nous faire comprendre que dans des contextes d'écrasement du corps, de la respiration, il parle de respiration de combat, pour nous faire regarder au fait que la biologie du vivant risque d'être supprimée. Dans ces contextes, la violence n'a pas même un fondement idéologique, est une exigence de ceux qui sont écrasés. Cela dit, Fanon ne perd pas de vue la question qu'une violence, quand devienne stratégique, quand devienne opération, n'est pas l'acteur pour ce qui concerne son engagement et son identification ou contre-identification. Fanon n'est pas naïf, il sait bien que la violence nous transforme. La violence n'est pas seulement acte de destruction, la violence crée, produit quelque chose, produit dans celui qui agit la violence quelque chose de différent. Et par exemple, les cas cliniques qu'il décrit dans le cinquième chapitre du militant qui est pris par des sentiments de culpabilité chaque fois que la date s'approche de son attentat et il se pose le problème, mais à l'époque j'ai causé la mort même des innocents. Il est pris dans l'ombre du symptôme et du sentiment de culpabilité. Fanon, donc, connaît bien que la violence est une force que les colonisés, les dominés ne peuvent pas mettre à côté, oublier, mais en même temps reconnaît la complexité de cette expérience. Il est bien conscient que quelque chose va transformer à toujours celui qui agit la violence. Il y a une sorte de sensibilité philosophique de Fanon qui est préoccupé entier pour ce qui va arriver à celui qui était obligé à faire la violence. Quand il parle euh, par exemple, de personnalités hypothéquées, etc., et je dirais qu'il y a une sorte de tristesse dans cette analyse d'une violence nécessaire. C'est pas une violence faite dans la joie. C'est ça qui fait la différence entre la perversion de la violence et la nécessité de la violence. Et alors, l'image pour nous, c'est clair, chaque fois qu'après un acte de violence, l'acteur rigole, rit, euh,
peut jouir de sa violence, là nous sommes dans la zone obscure de la perversion. Et l'image des tortionnaires de Guantanamo ou d'Abu Ghraib nous a appris beaucoup de ce que la violence gratuite peut signifier lorsque, lorsque la violence va se souder avec la jouissance. Là, c'est vraiment les symptômes. Fanon sait bien que la violence, même nécessaire, ne doit pas être acte de jouissance. Lorsque devient jouissance, même jouissance idéologique, je dirais, ça risque de devenir perversion. Pour arriver à votre question, euh, chaque fois qu'on va simplifier le discours de Fanon, on viole la complexité de Fanon. Et ça arrive dans les mouvements que vous avez mentionnés et qui ont produit des déchirures sociales parce qu'on voulu utiliser une logique pas biologique, mais mécanique, ce que Fanon ne fait jamais. Il y a une différence entre une sémantique d'ordre biologique, la biologie est bien complexe et tolère beaucoup d'ambivalence, la mécanique non, et l'application mécanique de la violence dans l'idée de Fanon. Et je crois bien que Fanon, lu avec attention, ne légitime pas des violences qui sont gratuites et qui n'arrivent pas à comprendre les effets profonds et sur la société et sur les personnes qui agissent la violence. Fanon n'a jamais banalisé euh, cette damnation de la violence, tandis qu'il souligne dans beaucoup de passages que l'homme des aliens libérés est celui qui agit, pas celui qui réagit. Chaque fois que je suis obligé à réagir, je suis déjà dans une logique de la mécanique et pas dans une logique d'une action que de manière libre j'ai pu envisager. Si vous voulez, nous pouvons dire que la pensée de Fanon, c'est une pensée euh, ouverte qui tolère aussi des espaces d'incertitude, euh, de, d'hésitation, n'est pas une pensée triomphante. C'est ça que les discours de certains groupes révolutionnaires euh, font parfois. Le triomphe et la violence n'est pas compatible avec la nécessité de la violence. Ce sont deux choses différentes. À mon avis, une lecture de Fanon nous permet de considérer que chaque fois que nous sommes obligés à faire violence, nous sommes effectivement déjà prisonnières d'une loi, d'un mécanisme qui nous opprime. La véritable désaliénation est plutôt la désaliénation qui est consciente de la longue durée de ces processus et face à l'objectivité des échecs, des, des défaites, avance sans renoncer de manière idéologique à la possibilité d'agir la violence, mais avec le cœur lourd. Voilà. Et je dirais que la violence nécessaire ne peut pas éviter de le faire avec le cœur lourd. Chaque fois que nous faisons ça, peut-être nous sommes dans une position correcte. La violence ne peut pas être exclue, ça caractérisait des moments révolutionnaires, des moments de rupture, des moments de décolonisation, mais toujours avec le cœur lourd, parce que nous savons, l'histoire de l'Algérie l'apprend très bien, que faire la violence n'a pas libéré d'un coup la société algérienne de ses fantasmes, de ses cauchemars de la colonisation. Donc, c'est un processus très complexe. Voilà, je dirais que Fanon soutient la nécessité de la violence, mais avec le cœur lourd, avec la conscience que ça va un peu changer aussi celui qui agit la violence. Et dans ce sens, je me permets de dire que Fanon a, même s'il est jeune, la profondeur des vieux chamans qui ne sont pas toujours superficiels, naïfs, contents. Ils ont toujours un peu de tristesse
face à la défaite du monde, à la profondité des blessures, à la longueur de la thérapie de ce monde. Merci, merci pour votre réponse d'un thème très très complexe et qui est souvent banalisé euh, sur la violence comme loi naturelle de l'opprimé plutôt que comme stratégie mécanique euh, de groupe révolutionnaire. Oui, donc faisant écho aux paroles de Matteo, on vous remercie énormément pour le temps que vous nous avez accordé et pour vos réponses. Vos travaux montrent de manière particulièrement éclairante comment l'anthropologie, la psychiatrie, la violence, la migration et l'histoire coloniale peuvent tous se rejoindre pour analyser les formes contemporaines de violence, de mémoire et de transformation sociale. Donc, ce fut un véritable plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour moi aussi. Merci beaucoup. Chaque fois qu'on m'interroge, je suis obligé de rendre plus clair mes idées. Donc, merci à vous.